Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Lisa Dufaux et Florian Dai pour On en parle à Taïwan, ce dimanche consacré à divers sujets, tout azimut en fait. Oui, moi je vais vous parler des nouveaux chiffres liés au décès et notamment au cancer à Taïwan, qui reste encore la première cause de décès dans le pays pour la 44e année consécutive. Voilà. Donc sujet pas très joyeux, désolé, mais ça fait partie des sujets dont on parle à Taïwan justement. Oui. Moi, je vous parlerai d'un tout autre domaine. Ce sont les bus autonomes qui seront lancés avec des essais, une partie fin 2026 et une autre partie 2027 à Taipei. D'accord. Et moi, je terminerai avec un tour du monde en avion. C'est l'épopée, ou en tout cas le défi que s'est lancé un jeune Taïwanais. Voilà. Ok. Un tour du monde en avion. Ouais, on en écoutera plus tout à Et en l'heure. solitaire. Alors, le ministère de la Santé a publié lundi, je vous le disais, des nouvelles statistiques sur les décès à Taïwan. Ce sont des chiffres qui confirment une tendance déjà bien ancrée dans le pays, avec le cancer qui reste encore la première cause de décès pour la 44e année consécutive. En revanche, le nombre de décès a enregistré en 2025 une baisse, donc pour passer à 199 576 morts, soit 1807 de moins qu'en 2024. D'accord. Le taux de mortalité est ainsi de 845,7 pour 100 000 personnes, donc 0,6% de moins que l'année précédente. D'accord. Toujours selon les chiffres de lundi, le cancer, les maladies cardiovasculaires et la pneumonie restent les trois principales causes de décès à Taïwan, suivies des maladies neurovasculaires, du diabète, de l'hypertension, des accidents, de la néphrite, c'est l'inflammation du rein, de la maladie respiratoire chronique des voies inférieures et enfin du suicide. Alors, Lu Shujun, un responsable du département des statistiques du ministère de la Santé, a expliqué que l'ordre était majoritairement inchangé par rapport à l'année dernière et que le suicide restait la 10e cause de décès, tandis que le Covid-19, par exemple, est passé de la 14e à la 19e place. Les chiffres sur le suicide montrent que 3 951 personnes ont mis fin à leur jour en 2025, soit 2,7% de moins qu'en 2024. Et on peut aussi dire qu'on a enregistré une baisse du nombre de suicides chez les 15-24 ans et les 25-44 ans, ainsi que chez les 65 ans et plus, alors qu'on a une augmentation chez les enfants de moins de 15 ans et chez les adultes de 45 à 64 ans. D'accord. C'est étonnant. Oui, alors il faut savoir que le Parlement a adopté en mai 2019 une loi de prévention du suicide visant à renforcer le financement de la prévention par le gouvernement et à mettre en place des lignes directrices pour les médias, par exemple, avec l'interdiction de publier des informations qui encouragent le suicide, qui décrivent de manière explicite les méthodes utilisées par les personnes concernées ou qui indiquent les lieux exacts des suicides, ce qui est une avancée importante pour le milieu des médias à Taïwan, où les faits divers et les détails sordides occupent une place importante. Ça croustille souvent de ça, c'est vrai. C'est ça. Oui. Les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les psychologues ont aussi l'obligation de rapporter toute tentative de suicide au sein d'un système dédié, ce dans les 24 heures. Et les agences gouvernementales et les structures de soins ont aussi l'obligation désormais d'allouer des budgets pour la prévention du suicide et de fournir des services de conseil et de soins. Et dans ces mesures, il y a aussi les consultations gratuites chez un psychologue plusieurs fois par an, je crois. Oui, je me souviens plus combien c'est, si c'est peut-être 2 fois par an, une c'est consultation au moins 3 gratuite. fois, je crois. Mais je ne sais plus pour quelle fourchette d'âge. Moi non plus. Et sinon, il existe des associations qui sont engagées sur la question, et notamment l'Alliance d'action pour l'éducation fondamentale, qui a fait remarquer en décembre dernier que de 2015 à 2024, le nombre de suicides chez les 15-24 ans était passé de 4 389 à 14 547. Donc c'est une période longue, c'est 10 ans. Et les adolescents représentaient 14,7% des tentatives de suicide en 2015 contre 28,7% en 2024, donc ça a beaucoup augmenté aussi. Donc l'ONG a appelé le gouvernement à accélérer ses efforts de prévention du suicide chez cette tranche d'âge, notamment en prenant en compte les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie qui préconise d'inclure dans les examens de santé de routine des enfants et des adolescents la prise en compte des éventuels problèmes psychiatriques, émotionnels et comportementaux pour mettre en place une stratégie de détection et d'intervention précoce, donc avant que ce soit trop tard. D'accord.
Et pour ce qui est du cancer, la maladie a emporté 54 838 personnes en 2025, dont 32 537 hommes et 22 301 femmes, ce qui au total représente 27,5% de tous les décès enregistrés à Taïwan l'année dernière. Quand tu dis cancer, c'est tous les cancers confondus, là, du coup. Et le taux de mortalité pour le cancer était de 234,9 morts pour 100 000 personnes, avec un taux de mortalité normalisé selon l'âge attribuable au cancer, donc c'est le nombre de décès attribuables au cancer par rapport à l'ensemble de la population en tenant compte de l'âge, c'était de 113,3 pour 100 000 personnes. Et sinon, les chiffres montrent une hausse de 1,5% du nombre de morts liés au cancer au cours de la décennie passée. Sinon, les statistiques permettent aussi de se pencher sur les principaux cancers qui sont à l'origine des décès à Taïwan. Donc, c'est les cancers du poumon, du foie et le cancer colorectal qui restent les principales causes de décès liées au cancer, et ce pour la 22e année consécutive. Donc là, vraiment, on a une tendance bien ancrée. Et le classement des 10 cancers qui font le plus de morts dans le pays reste le même que l'année précédente. Donc on a dans l'ordre le cancer de la trachée, des bronches et du poumon, le cancer du foie et le cancer des voies biliaires, le cancer du côlon, du rectum et de l'anus, le cancer du sein, de la prostate, de la bouche, du pancréas, de l'estomac, de l'œsophage et des ovaires. Et le cancer du poumon, celui qui tue le plus à Taïwan, reste en haut de la liste en raison de différents facteurs qui vont du fait de fumée à la pollution de l'air en passant par les antécédents familiaux. Une étude réalisée par des chercheurs du département de santé publique de l'Université nationale de Taïwan qui a été publiée en avril 2024 dans la revue Environmental Research a trouvé que respirer un air pollué pendant plus de 30 ans avec un certain niveau de particules 2.0 représentait un risque de développer un cancer du poumon plus élevé que le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour. Waouh, un paquet de cigarettes par jour, c'est déjà énorme. Ouais. Alors je ne sais plus sur quelle période, mais bon... J'avais vu aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont le cancer du poumon qui n'étaient pas fumeurs. Oui. Et donc ça s'attribue assez directement à la mauvaise qualité de l'air qu'on respire au quotidien. Et pour ce qui est de la politique de prévention contre le cancer à Taïwan, on peut dire que le gouvernement vise à réduire le taux de mortalité par cancer d'un tiers d'ici 2030. Donc il y a du boulot, avec une stratégie qui passe d'abord par un dépistage précoce massif, avec le financement par l'État de dépistage majeur pour le côlon, le sein, le col de l'utérus ou la cavité buccale, dont le taux de participation a fortement augmenté récemment. Et cela comprend aussi l'intégration de tests génétiques pour un meilleur ciblage et l'introduction d'un fonds de 10 milliards de dollars taïwanais, donc environ 280 millions d'euros, pour les nouveaux traitements et les médicaments. Et il faut aussi noter la lutte contre les facteurs de risque avec des programmes interministériels pour la promotion d'un mode de vie sain, donc tout ce qui est nutrition, activité physique et la réduction du tabagisme, ainsi que le dépistage viral pour éliminer les hépatites B et C, qui sont aussi des facteurs majeurs de risque hépatique. Oui. Autre problème de taille, c'est la qualité de l'air, on en parlait. Donc le ministère de l'Environnement a adopté des réglementations qui sont les plus strictes d'Asie en abaissant les seuils de particules fines, donc les fameuses 2.5 particules 2.5, avec une limite annuelle qui a été abaissée de 15 à 12 masses de particules par unité de volume d'air. Et dans le cadre de son plan de gestion 2024-2027, Taïwan s'attaque aussi aux sources de pollution fixes et mobiles, notamment en augmentant les flottes de bus électriques dans les villes et en promouvant la transition énergétique. Et il existe aussi des mesures régionales, donc ciblées. Par exemple, le sud de l'île, tout ce qui est vers du côté de Kaohsiung et Pingdong, qui est plus industrialisé, fait l'objet de mesures correctives spécifiques pour réduire l'écart régional de qualité de l'air par rapport au nord. D'accord. J'avais vu une étude assez récente aussi faite par des médecins qui expliquaient qu'il y a une bonne partie des cancers du poumon à Taïwan qui étaient dus aux huiles de cuisine qui sont très mauvaises et vu qu'on cuisine en surgras et beaucoup frit à Taïwan, la respiration en fait n'est pas forcément que le cuisinier qui fait la cuisine comme ça, mais dans toutes les échoppes de dehors où on laisse s'échapper un peu n'importe comment ces huiles-là sont aussi très très mauvaises, voire plus pires que les particules 2.5.
Voilà, là aussi, il y a un gros chantier à faire à Taïwan. Oui, enfin, même changer les habitudes alimentaires des C'est Taïwanais, clair. tout simplement. Tout à Parce fait. qu'il y a beaucoup de choses qui sont frites. Je crois que j'avais une de mes premières émissions, c'était sur justement les pollutions autour des marchés de nuit. Et il y avait des réglementations qui changeaient aussi sur la qualité de l'air et est-ce qu'il y a des purificateurs ou bien des ventilateurs au-dessus des spots de absorber tout cuisson ça, oui. pour absorber ça. Parce que les gens qui habitent dans les rues, C'est vrai que Ça doit être- ils Pour ont ceux bien qui des travaillent, hôtes au-dessus de leur, ouais. fourneau, mais c'est généralement insuffisants. plus de la déco que vraiment efficace. Ouais. Ouais, donc là c'est sûr que c'est aussi un endroit où il pourrait y avoir beaucoup à changer, Tout à à fait. moderniser aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Donc c'est un sujet Voilà, désolé, c'était pas important. très joyeux, mais justement, en parlant de bus électriques, Et oui. Eh bien Peut-être oui, ça en peut parlant de contribuer. bus électriques, eh bien le maire de Taipei, Chiang Wan-han, a annoncé cette semaine la mise en service de bus autonomes sur 15 lignes dédiées dans Taipei pour la deuxième moitié de 2027. Mhm. Donc après un essai dans des zones fermées d'abord. D'accord. On ignore encore le niveau exact d'autonomie de ces bus. C'est pas forcément des bus sans chauffeur ni chauffard. Enfin, ça, on espère. Mais il y a différents degrés d'autonomisation, en fait. Et c'est pas encore précisé. Mais on peut dire aussi que dans le monde, il y a déjà des bus de ce type qui sont en service, que ce soit au Japon ou bien dans certaines grandes villes de Chine, notamment. Mais souvent, c'est sur des itinéraires très encadrés et sous supervision humaine quand même. C'est le cas aussi au au parc scientifique et technologique de Hsinchu. Sur un périmètre très cadré, il y a déjà un bus sans chauffeur qui est comme ça à titre d'essai sous l'égide je crois, de l'ITRI. On va y revenir, ouais. D'accord. Donc, en tout cas, pour ce plan qui a été annoncé à Taipei, il y aura 3 phases. La première de ces phases est prévue pour fin 2026, la deuxième moitié 2026, donc c'est-à-dire très bientôt. Et ça inclut la mise en place de navettes autonomes dans des zones hors circulation, comme le zoo de Taipei. Début 2027, la municipalité mettra en place une zone d'essai de véhicules assistés par l'intelligence artificielle dans le parc technologique Beito Shilin, donc au nord de Taipei. Et les premiers véhicules autonomes seront des engins de nettoyage et d'arrosage urbain avant de mettre en place des navettes prenant des passagers. En tout cas, Beito Shilin, c'est un parc technologique qui est déjà utilisé comme zone pilote pour plusieurs technologies différentes parce que c'est un environnement qui est relativement facile à contrôler et moins dense que le trafic du centre-ville. C'est aussi là où Nvidia établira ses bureaux, donc c'est une zone où il y a plusieurs innovations de ce type qui peuvent être mises en place. Mhm. Et donc voilà, la troisième phase, ce sera les 15 lignes de bus autonomes qui traversent Taipei. Donc ça sera beaucoup plus ambitieux comme projet. Et ça demandera l'adaptation aussi de certaines infrastructures routières, des panneaux de circulation, des systèmes de détection aussi selon la mairie. Donc il y aura besoin d'aménager plus l'environnement en fait pour que ces bus puissent traverser la capitale. Taipei sera aussi la ville hôte du Forum mondial des systèmes de transport intelligents en 2029. Mhm. Et en préparation de cet événement, donc la ville cherche à devenir une base d'exposition clé pour le développement des véhicules autonomes, à ce qu'elle dit. Du coup, Taipei, vitrine mondiale des bus sans chauffeur. Voilà, en tout cas, mais il manque encore pas mal d'informations parce qu'on ne sait pas si c'est exactement sans chauffeur ou bien si c'est juste avec une personne qui est là pour vérifier que tout aille bien, mais qui peut reprendre les commandes au moment où il y a un voyant rouge. Et pour tirer sur le frein à main s'il y a besoin. Voilà. Oh, il y aura bien un passager dans le bus à ce moment-là. Et puis, une autre chose qui n'a pas encore été annoncée non plus, c'est les détails sur les entreprises qui participeront à ces tests de véhicules autonomes. D'accord. Là, ça reste quand même un point d'interrogation assez important. La mise en place de ces bus-là, ça créera peut-être des nouveaux métiers de supervision, de maintenance ou d'assistance à distance, plus que de supprimer des postes de travail directement. Ça réorientera les spécialités, quoi. Voilà. Après, quand on parle de bus autonome, il ne faut pas non plus, c'est ça, imaginer un véhicule qui roule tout seul dans n'importe quel type de situation. Donc, comme on disait tout à l'heure, les premiers services dans le monde fonctionnent souvent sur des itinéraires extrêmement précis,
avec une cartographie détaillée, des capteurs, des caméras, parfois un radar ou lidar, et parfois aussi une supervision à distance ou sur place, au moins au début. Et plus l'environnement est prévisible, plus l'autonomie est facile à mettre en place. Et donc il y a parfois des campus universitaires, des aéroports, des zones industrielles ou des quartiers spécialement aménagés où ont lieu les premiers essais. Parce que quand il faut naviguer une route avec plusieurs voies, des piétons, une signalisation parfois très complexe à Taipei, des scooters qui se glissent entre les voitures, des vélos, des voitures aussi, d'autres bus, des gens qui ne respectent pas la signalisation dans tous les sens, ça complique énormément l'exercice. Effectivement. Oui. Même si tu as des capteurs qui sont là en cas d'urgence, le bus autonome ne peut pas tous les 10 mètres avoir un capteur qui déclenche un système d'urgence, c'est clair. C'est ça, donc entre prudence et efficacité, ça fait énormément de paramètres à prendre en compte en fait pour traverser une ville. Je me demande si les bus autonomes respecteront les distances de sécurité avec les cyclistes. Oui, très mais curieuse de savoir. La question, c'est de voir, parce qu'ils seront paramétrés, donc les bus autonomes, de toute façon, une fois que le capteur paramètre la distance. Mais c'est en cas, voilà, justement, un cycliste qui fait une queue de poisson ou quelque chose comme ça, s'il pile d'un seul coup parce que quelqu'un n'a pas respecté. Et à Taïwan, on sait le goût pour le respect des règles du code de la route. Ça va être compliqué pour les bus autonomes, en effet, de faire face à tous ces cas de figure, quoi. Mais oui, parce que si un bus autonome est à l'arrêt à un feu rouge, par exemple, les scooters ou les vélos vont passer tout proche, à côté, entre le bus et le trottoir, disons, pour aller se mettre devant le bus, là où il y a un espace spécial pour les deux roues. Tout ça sera forcément pris en compte dans le paramétrage du bus autonome, mais c'est vrai que ça ajoute au défi. Ça me semble difficile à mettre en place quand même. Ça ajoute au défi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui existe déjà en termes de véhicules automatiques ou autonomes à Taipei ? En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà le métro qui existe depuis longtemps, avec des rames entièrement automatisées sans chauffeur. Ça, on est habitué maintenant à Taipei. C'est la ligne marron, c'est ça ? Il y a la ligne marron. Je ne sais pas si c'est la seule. Les autres, ils ont des chauffeurs. C'est la première, c'est la première ligne qui a été faite d'ailleurs sur le modèle de Météor, puisque à l'époque c'était avec la société française Matra, donc la ligne 14 du métro parisien, je crois, qui avait exporté ce modèle à Taïwan pour la ligne marron du Zoo de Taipei, qui a été reprise ensuite par le Canadien Bombardier, je pense, ça s'appelle, cette société, qui a repris puisque Matra ne le fait plus. Et puis si, il y en a d'autres maintenant, la ligne circulaire jaune, qui est par tronçon seulement, elle est aussi sans chauffeur. Toutes les nouvelles légères, comme celle de Tanshui aussi, sont sans chauffeur. Mais c'est vrai que ça reste des petites lignes, entre guillemets, plutôt métro léger que vraiment ligne de métro en plus, quoi. Il y a aussi des bus avec passagers, donc comme tu disais, Fix, tout à l'heure, des navettes sur route fixe, que ce soit dans des grandes entreprises ou des zones industrielles comme TSMC, ou bien aussi dans des zones touristiques, avec parfois des navettes installées pour des grands événements comme le Festival des Lanternes, ou bien des salons importants qui ont ça. Après, il y a aussi des navettes pour du transport logistique, que ce soit dans les ports ou bien dans des zones industrielles. Il y a également des voiturettes de nettoyage, très utilisées en zone de manufacture pour semi-conducteurs, qui gardent un environnement très propre pour déplacer des produits très fragiles, sans intervention humaine aussi, et pour nettoyer tout ça. D'accord. Donc ça, c'est un autre type de véhicule autonome, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec les bus. Il y a aussi des assistances intelligence artificielle qui sont en place sur des bus pour aider, par exemple, à détecter la fatigue d'un conducteur ou freiner automatiquement en détectant des piétons ou des obstacles juste devant le bus. Donc ça, il y a aussi des choses qui sont mises en place plutôt comme outil d'assistance que pour remplacer la personne. Et puis il y a des systèmes avancés d'aide à la conduite qui s'appellent donc ADAS. Des centaines de milliers de voitures particulières à Taïwan circulent déjà sur les routes avec des systèmes d'aide à la conduite qui s'appellent de niveau 2, notamment d'aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif et freinage d'urgence automatique en cas de collision. C'est vrai que tout est assisté maintenant, oui. Voilà. Donc quand on disait de niveau 2, c'est parce qu'il y a une échelle d'assistance sur laquelle le niveau 5 désigne les véhicules entièrement autonomes qui n'ont besoin d'aucune intervention de conducteur. Et donc le niveau 2, c'était ce que je disais là, des systèmes d'aide à la conduite.
Et les véhicules de niveau 3, par exemple, on pourrait avoir un conducteur qui peut temporairement déléguer la conduite au système dans certaines conditions et qui doit rester disponible pour reprendre le contrôle lorsque le véhicule le demande. D'accord. Et pour l'instant, à Taïwan, au niveau légal, les assistances de niveau 1 et 2 sont autorisées au grand public. Le reste est expérimental depuis 2019. Donc il y a une loi qui est passée en 2019 qui met en place un espace de recherche qui autorise les essais de véhicules autonomes sur la voie publique au sein de certaines zones contrôlées et sécurisées. Et cette loi, en fait, elle met ces véhicules sous la tutelle du ministère de l'économie. Elle a pour objectif principal de promouvoir le développement des technologies industrielles et de services innovants plutôt que de réglementer la surveillance ou le contrôle de la circulation. Donc là, on voit qu'il y a encore quelque chose à faire avec le ministère des Transports parce que c'est lui qui va gérer aussi la suite. Il y a une loi cadre sur l'intelligence artificielle qui est entrée en vigueur en janvier de cette année, mais qui ne réglemente pas encore spécifiquement la responsabilité des véhicules autonomes. Et ça, c'est un gros morceau quand même. Oui, il y aura vraiment besoin de voir qui est responsable en cas d'accident. Si c'est l'intelligence artificielle, c'est pas possible, parce qu'en fait, la responsabilité, ça demande soit une négligence, soit une intention de mal faire. Ouais. Et l'intelligence artificielle ne fait ni l'un ni l'autre. Donc la responsabilité reste aujourd'hui sur des personnes physiques ou morales, donc soit le conducteur, soit l'exploitant du véhicule, soit éventuellement le constructeur en cas de défaut de système, mais pas sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a quand même besoin que ça soit mis au clair. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Et puis, effectivement, le risque d'accident, c'est une des premières choses auxquelles on pense quand on parle de bus sans chauffeur. Donc la technologie, c'est un élément. L'acceptation du public, c'en est un autre, parce qu'il faut voir qui prendra ces navettes-là, qui voudra bien essayer. C'est vrai qu'on monte sans réfléchir dans un métro automatique, mais je ne sais pas si on montera facilement dans un bus sans chauffeur qui traverse Taipei. Est-ce que vous oseriez tester ces bus-là ? Moi, oui, pour faire une émission pour nos auditeurs. Peut-être, ouais, sur un parcours précis, dans une zone... dans une zone test. Bien délimitée. Comme tu dirais, dans un parc industriel, quelque chose comme ça. Sur un grand parking géant, mais pas dans la jungle. Dans la ville de Taipei, actuellement. Même une voiture, on réfléchit parfois à tout. Oui, même une voiture. Avec conducteur humain. C'est clair. Mais oui, voilà. En tout cas, c'est des projets ambitieux pour développer ça prochainement, en tout cas à Taipei. Alors, j'ai un autre projet ambitieux à vous partager. Cette fois-ci, c'est pas autonome, mais c'est en solitaire. Et ça dépasse Taipei. Ça dépasse Taipei. C'est le tour du monde en solitaire aux commandes d'un avion. Et là, on parle bien d'un chauffeur. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui, il y en a un. On n'est pas sans pilote, au contraire. Il plane. C'est un jeune Taïwanais, Lin Juezhe, qui veut prouver que les Taïwanais sont aussi capables de faire le tour du monde en solitaire et que les jeunes Taïwanais ne sont pas l'image que parfois on leur prête, c'est-à-dire en deçà des autres jeunes qui sont ambitieux, innovants, qui ont plein de talent et de courage. Il s'est dit, non, Taïwan est capable de le faire. Moi aussi, je vais faire le tour du monde en pilotant mon propre avion. Alors pour ça, parce que bien sûr, il est une pilote de licence d'avion. C'est un étudiant taïwanais, Lin Juezhe, qui est diplômé de l'Université nationale Taïwan. Et grâce à sa licence de pilote qu'il a obtenue auprès de la Fédération américaine de l'aviation civile et d'une qualification aux instruments de vol, il peut piloter son propre avion. Il s'est entraîné sur plusieurs avions monomoteurs et pas bimoteurs, c'est-à-dire les avions d'entraînement de l'armée taïwanaise, par exemple, le type de EA-500 ou le Sling 2, le Sling 4. On va en reparler de ces modèles-là parce que c'est le modèle sur lequel il pilote lui-même. Et puis, il s'est aussi entraîné sur un entraînement d'avion chinois, le CJ-6. Alors, il a parlé à la presse taïwanaise lors de son escale à Taïwan, parce qu'il n'est pas parti de Taïwan, il est parti des États-Unis. Il a déjà fait quasiment la moitié en fait du globe. Et arrivé à Taïwan, il a fait un petit peu part de ses impressions et de son périple. Ça représente plus de 180 heures de vol, 15 escales dans plus de 10 pays au total.
Moi, j'ai surtout une question par rapport aux grandes étendues d'eau, parce Oui. que pour traverser le Pacifique, par exemple, est-ce qu'il fait des escales sur différentes îles Pas en forcément. passant par le Pas sud? forcément. Il peut faire des grandes distances et il sait nager aussi. Oui, C'est mais ce c'est qu'il pas dit son avec l'humour. objectif. C'est pas son objectif. Non, son objectif, c'est de montrer que, encore une fois, Taïwan est capable de le faire comme d'autres, qu'avec un avion, euh, une seule place, hein, c'est un monoplace et un seul moteur, on peut faire aussi des grandes distances. Alors oui, bien sûr, il a besoin d'escale, il a besoin de ravitailler l'appareil, de se reposer aussi parce qu'il est tout seul aux commandes de l'avion, mais il peut faire quand même des longues distances et son objectif, c'est justement de survoler pas que le Pacifique, mais aussi l'Atlantique, enfin les trois grands océans, donc de faire le tour du monde en fait, avec ces 10 pays. Arrivé à Taïwan, il a expliqué que la fatigue était un peu plus dure à gérer que ce qu'il croyait, mais que l'ambition fait qu'il maintient le cap, quoi. Et à chaque fois qu'il tient les commandes de l'avion, il se rappelle que Taïwan est petit, mais mes rêves sont bien plus grands et font grandir mon pays. Voilà, bon, après, il y a un petit peu comment dire, de patriotisme derrière, c'est qu'il veut promouvoir Taïwan sur la scène internationale et il a eu des contraintes à ce niveau-là, c'est qu'il veut faire flotter le drapeau taïwanais avec son avion. Et du coup, à certains endroits d'escale ou certains itinéraires, on lui dit tu peux pas si tu as le drapeau taïwanais parce que la pression va aussi jusque-là dans l'ambition d'un jeune de faire le tour du monde en bateau, quoi. Du coup, il a même eu... En avion. En avion, pardon. Je me suis trompé de transport. Peut-être qu'il peut peindre le drapeau taïwanais sur l'avion en disant « Ah, je peux pas l'enlever ». Oui, mais il y en a qui se sont plaints en disant vous faites atterrir un avion où il y a le drapeau taïwanais et la mention Taïwan sur la carlingue, vous faites effacer tout ça, sinon on n'en veut pas ici, quoi. Ça lui arrivait. Du coup, ça met un peu comment dire, ça a fait retarder son projet, bien sûr. Il a fallu qu'il maquille certains marquages liés au pays d'immatriculation de son avion, qui est Taïwan. Donc il a au départ contourné certaines contraintes et après il s'est dit non, je vais y aller à fond, c'est-à-dire je vais continuer et je vais représenter Taïwan autrement. Donc il fait par caricature ou par dessin sur la carlingue, mais c'est pas directement mentionné Taïwan ou drapeau national. Et il continue comme ça. Pour lui, le plus important, c'est d'arriver à destination en toute sécurité et d'atteindre son objectif. Donc ne pas forcément pouvoir voler au nom de Taïwan, oui, c'est un regret pour lui, mais c'est pas le plus important finalement dans son défi. Donc plutôt que... Je pense que c'est plus un défi personnel que... Tout à fait. Qu'une mission de représentation diplomatique. C'est clair. Et en même temps, il s'est dit, quand on voit que certains s'opposent à cela et que ça rajoute de la pression, il s'est rendu compte aussi au fur et à mesure de ceux qui le suivent, parce qu'il a un site internet dédié à ce projet, que ça rajoute de la visibilité à son projet et à Taïwan, finalement, sur la scène internationale, comme on le voit finalement pour 1001 autres activités. Voilà, donc ce jeune pilote, fou d'aventure plus que de patriotisme, est parti pour son tour du monde. Il remercie les Taïwanais qui le soutiennent, mais pas que. Et pour lui, un des plus grands défis, en dehors justement des contraintes liées à la politique ou à son pays d'origine, c'est surtout de gérer la fatigue, les conditions météorologiques qui changent un peu tout le temps, même s'il y est habitué quand on est pilote ou quand on se forme à être pilote d'avion, on envisage tous les cas de figure, mais là, il n'est pas sur une machine pour le mettre en condition et apprendre un peu sur un simulateur. Il est dans le vrai, quoi. Et une fois qu'il est lancé, il est parti pour faire le tour du monde et il saura, s'il y arrive, que quand il aura rejoint le point de départ. Voilà. Eh ben, on lui souhaite bon vol. Oui. Et, bonne suite, en tout et cas, on vous souhaite bon dimanche. Voilà. Et on vous dit à bientôt sur les ondes françaises de RTI. À bientôt. Au revoir.